Lorsqu'un tueur professionnel devient policier, il incarne le cauchemar de tous les petits voyous. La loi du talion s'exprime pleinement à travers lui. Un jour dans la rue, un groupe de voyous était en train de harceler une femme portant des bas noirs, tandis que les policiers en patrouille se cachaient dans leur voiture sans oser intervenir. Cependant, cet ex-tueur n'hésita pas une seconde. Face aux provocations des voyous, il décocha un coup directement au menton du chef. Voyant cela, les autres se jetèrent sur lui, mais en un clin d'œil, les hurlements retentirent dans la ruelle, ils furent tous mis à terre. Le chef furieux tenta de répliquer, mais l'ex-tueur plaça volontairement son corps sur la lame de son couteau et lui lança qu'il avait déjà vu des meurtriers sans scrupules, mais que son regard à lui n'avait rien de semblable. Il ajouta que si le chef n'osait pas frapper, il était déjà condamné. Pour la première fois, ce voyou habitué à terroriser les autres, comprit ce qu'était la peur en voyant ce policier dégager une aura meurtrière si terrifiante. Quand le chef demanda qui il était, l'ex-tueur répondit qu'il n'était qu'un policier chargé de nettoyer ce genre d'ordures. Une semaine plus tôt, cet homme connu sous le nom de Code Big Wang était encore un tueur à gages. Il s'apprêtait alors à accomplir sa dernière mission ordonnée par ses supérieurs, aux côtés d'un autre tueur surnommé Érable. Alors qu'il s'apprêtait à demander des précisions sur cette mission, un homme surgit derrière lui pour tenter de l'attaquer par surprise. Heureusement, Big Wang réagit rapidement, saisissant la chaîne de l'assaillant à deux mains avant de lui asséner un violent coup de coude à la gorge, le neutralisant instantanément. Il interrogea l'homme, exigeant de savoir ce qu'il manigançait. C'est alors qu'il découvrit que sa propre élimination était l'objectif de la mission. Ses supérieurs voulaient organiser une cérémonie de retraite pour ce tueur légendaire. Pris en embuscade par de nombreux tueurs d'élite, Big Wang se lança dans le combat. Avec un coup rapide, il envoya un adversaire au tapis, puis enchaîna avec un coup de pied gauche pour en neutraliser un autre. Bien qu'il fût entouré d'assassins, sa force surpassait largement celle de ses adversaires. Il leur lança avec mépris qu'il n'était qu'un ramassis de déchets s'il pensait pouvoir l'abattre. Érable désespéré, sortit une arme à feu et lui révéla que tout cela était un ordre de Maître Bouddha, auquel il ne pouvait que se soumettre. Big Wang stupéfait, réalisa que Maître Bouddha l'avait trahi. Celui-ci lui avait promis que s'il accomplissait cette dernière mission, il retrouverait sa liberté. Érable avec un sourire cruel, lui dit qu'il n'aurait qu'à aller chercher la vérité en enfer avant d'appuyer sur la détente. Animé d'un instinct de survie féroce, Big Wang bondit sur lui pour éviter le tir. Pendant ce temps, dans un temple, un moine faisait brûler de l'encens. Une carte portant le nom « Gang » était posée dans l'encensoir. Un appel téléphonique interrompit le moine qui demanda si la mission avait été menée à bien. Pourtant, la voix au bout du fil n'était pas celle de Érable. Elle lança au moine qu'il allait mourir et demanda s'il se trouvait toujours dans le temple. Impassible, le moine répondit que comme tout moine, il était bien sûr au temple. Cependant, il demanda à Big Wang s'il pensait pouvoir entrer dans cet endroit sacré. Ce dernier était déjà arrivé à la porte du temple et déclara que si le moine n'osait pas sortir, il entrerait lui-même. Les nombreux tueurs postés dans le temple armés jusqu'aux dents, fixèrent Big Wang avec vigilance. Leur chef, un homme imposant, l'avertit que Maître Bouddha préparait une cérémonie rituelle. Big Wang éclata de rire, se moquant de leur hypocrisie. Ils enlevaient des gens pour les transformer en machines à tuer, échangeant des vies humaines contre de l'argent, et osaient encore se prétendre des Bouddhas. Ces paroles déclenchèrent la colère du chef, qui leva une hache dans le but de le réduire en pièces. Big Wang penché en avant, trancha d'un seul coup le ventre de son adversaire. Il hurla à ceux qui l'entouraient de s'éloigner, ajoutant qu'il avait été élevé dès son enfance pour devenir une arme de mort. Il expliqua que cet homme lui avait tout pris, son corps, sa vie et sa famille. À cet instant, les yeux injectés de sang, Big Wang tua tous les assassins présents avant que Maître Bouddha ne se décide enfin à apparaître devant lui. Big Wang enragé, lui rappela qu'il lui avait promis une vie normale et qu'ils avaient passé un accord en ce sens. Maître Bouddha imperturbable, répondit calmement qu'il était justement en train de l'aider, ajoutant que les humains finissent tous par quitter ce monde. Il conclut que c'était cela, une vie normale. Après avoir prononcé une prière bouddhique, Maître Bouddha tira une balle qui mit fin à la vie de Big Wang. Le temps passa sans que l'on sache combien, jusqu'au moment où Big Wang entendit quelqu'un crier son nom. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il se retrouva entouré de policiers. Une femme, qui se présenta sous le nom de Joyce, lui apprit qu'il était désormais un policier. Ce fut seulement en voyant son reflet dans un miroir que Big Wang réalisa que ressuscité, il avait pris l'apparence d'un jeune officier du nom de Kim Gyong-so. Un collègue lui expliqua qu'il avait tenté de se suicider par pendaison et qu'il avait passé une semaine à l'hôpital. Ils ajoutèrent qu'il avait laissé une lettre dans laquelle il dénonçait les anciens supérieurs qui maltraitaient régulièrement leurs subordonnés. À sa sortie de l'hôpital, le chef Wang Keolmin et un autre supérieur, Wang Yongshan, vinrent le voir. Ils lui reprochèrent d'avoir voulu mourir après avoir appris les crimes de ses parents et de vouloir les entraîner dans sa chute en laissant des accusations derrière lui. Wang Keolmin leva la main pour le gifler, mais Kim Gyong-so attrapa son poignet. Surpris, il se tourna vers Joyce, une policière à genoux, et lui demanda si ce comportement ne relevait pas d'une insubordination. Joyce répondit qu'elle avait le visage tourné vers le sol et ne pouvait rien voir.
L'autre supérieur, avec un sourire sournois, s'accroupit devant Joyce et déclara qu'il allait l'aider à se relever. Kim Gyong-so, furieux, les traita de vermine et serra si fort le poignet de Hwang Keol-min que ce dernier hurla de douleur, sentant ses os sur le point de se briser. Malgré ses supplications, il enfonça 2 doigts dans son cou, le faisant s'effondrer inconscient, sous le regard stupéfait des autres. Il se tourna ensuite vers l'autre chef et leva lentement le pied avant d'écraser violemment son petit pépé, dont le visage se tordit de douleur. Cependant, au lieu de le remercier, les collègues qui l'avaient défendu l'accusèrent d'insubordination. Big Hwang, dans ce nouveau corps, se sentit trahi une fois encore, tout comme il l'avait été par l'organisation de tueurs dans sa vie précédente. Bientôt, l'affaire remonta jusqu'au commissaire Choi Jina, qui déclara que des policiers se battant entre eux méritaient d'être renvoyés. Il ordonna à Kim Gyong-so de quitter immédiatement le commissariat. En sortant, ses collègues le traitèrent de fou. L'un d'eux lui rappela que les parents des supérieurs étaient eux-mêmes des officiers de haut rang, intouchables, et ajouta que s'il continuait ainsi, il n'aurait aucun avenir. Ils conclurent en affirmant qu'ils penseraient parfois à lui après son départ. De retour chez lui, Kim Gyong-so fixa la corde brisée qui avait servi à sa tentative de pendaison et se perdit dans ses pensées, réalisant que même dans ce nouveau monde, tout était gangrené de l'intérieur, tout comme l'organisation de tueurs qui l'avait autrefois servi. Big Hwang avait été abandonné par ses parents et par l'organisation avant de mettre fin à ses jours. Son destin semblait identique à celui de Kim Gyong-so. Cependant, puisque le ciel lui avait offert une nouvelle chance de renaître, il était déterminé à briser ce cycle cette fois-ci. Ce soir-là, Kim Gyong-so s'est rendu au commissariat de l'Ouest. Il chercha Hong-joon, qui avait été dans une vie précédente, son supérieur, le commissaire-chef. Hong-joon, après avoir entendu Kim Gyong-so expliquer qu'il était mort puis revenu à la vie sous la forme d'un policier, avait du mal à y croire. Cependant, Kim Gyong-so précisa qu'il ne lui demandait pas de le croire, mais qu'il le menaçait directement. Il ajouta qu'il pourrait l'aider, c'était à s'occuper du nettoyage du temple Waguk. Hong-joon, abasourdi, se demandait comment son interlocuteur pouvait être au courant de cette histoire et exigea de savoir qui il était. Tentant discrètement de saisir son talkie-walkie pour appeler des renforts, Hong-joon avait été interrompu par des hurlements terrifiants émanant de l'appareil. Le visage de Kim Gyong-so s'assombrit, il répéta qu'il ne le suppliait pas, mais le menaçait véritablement. Des sueurs froides perlaient sur le front de Hong-joon, qui demanda de nouveau l'identité de son interlocuteur. Kim Gyong-so lui répondit qu'il était bien Big Hwang. Hong-joon refusait cependant de le croire. Alors, Kim Gyong-so évoqua un accord passé entre 3 ans plus tôt. À cette époque, Hong-joon n'était encore qu'un simple commissaire et menait une enquête sur la véritable nature du temple Waguk. En réponse, les dirigeants de l'organisation avaient envoyé Big Hwang pour lui donner une leçon. Pourtant, au lieu de le tuer, Big Hwang avait épargné sa vie à condition qu'il capture le moine du temple dans 3 ans. Hong-joon lui avait demandé pourquoi il s'attaquait à ses propres alliés, puisque selon lui, il faisait partie de la même organisation. Big Hwang avait répondu qu'il détestait les moines parce qu'ils étaient tous chauves. Maintenant que 3 ans sont passés, Kim Gyong-so lui reprochait de ne pas avoir respecté leur accord. Cependant, il remarqua que Hong-joon avait rapidement gravi les échelons, ce qui semblait être dû à son talent pour flatter ses supérieurs. Kim Gyong-so ajouta qu'il ferait mieux d'expliquer pourquoi il faillit à sa promesse. Hong-joon se défendit en disant qu'il n'avait pas pu respecter l'accord, non par manque de volonté, mais à cause de circonstances imprévues. Il précisa que son ascension hiérarchique lui avait permis de collecter des renseignements plus facilement. À l'époque, lorsqu'il avait émis l'hypothèse que les dirigeants du temple Waguk, comme le maître Bouddha, étaient les chefs d'une organisation d'assassins, il avait essuyé des moqueries générales. Après avoir tenté de fournir des preuves, il s'était heurté à une réprimande sévère des hauts responsables, qui lui avait interdit d'aller plus loin dans ses investigations. Après avoir écouté cette explication, Kim Gyong-so décida de ne pas le punir pour le moment. Il l'avertit toutefois que cette indulgence n'était que temporaire et qu'il s'attend à ce que Hong-joon remplisse ses exigences à l'avenir. Le lendemain, les portes du commissariat ont été brutalement ouvertes d'un coup de pied. À la vue de Kim Gyong-so, ses collègues furent perplexes et lui rappelèrent qu'il avait été renvoyé. Ce tumulte attira l'attention du commissaire en chef, qui se précipita en insultant Kim Gyong-so, lui ordonnant de partir immédiatement. Cependant, une silhouette apparut derrière Kim Gyong-so, et le commissaire en chef stupéfait, vit qu'il s'agissait du commissaire-chef des chefs Hong-joon lui-même. Terrifié, il balbutia des excuses, se demandant pourquoi une personne de si haut rang se trouvait dans un endroit aussi insignifiant. Hong-joon tapota alors l'épaule de Kim Gyong-so en déclarant qu'il venait simplement voir comment ce dernier travaillait. Lorsqu'on lui demanda quel lien il entretenait avec Kim Gyong-so, il répondit que ce dernier était comme un sauveur pour lui et demanda aux autres de bien le traiter à l'avenir. Kim Gyong-so n'avait pas anticipé à quel point le statut hiérarchique pouvait avoir de l'impact. Il demanda ensuite un dernier service à Hong-joon. Plus tard dans la soirée, alors que Maître Bouddha frappait sur un bol de bois dans le temple, une silhouette se glissa silencieusement à l'entrée. En le voyant, Maître Bouddha lui demanda qui il était. L'inconnu répondit qu'il était une âme pleine de rancune errant dans ce monde.
Maître Bouddha sortit alors des bâtons d'encens enflammés d'un brûleur et les projetèrent vers l'homme, chaque bâton dissimulait des aiguilles d'acier acérées à sa base. Cependant, l'homme mystérieux esquiva toutes les attaques avec agilité. Kim lui rappela qu'en tant que prêtre, il était inconcevable qu'il agisse de manière aussi déplacée dans un lieu consacré à servir Bouddha. Ayant repris son calme, Maître Bouddha lui rappela que le propriétaire du masque était mort et qu'il n'était plus de ce monde. Lorsqu'il avait affirmé être Big Wang, le moine d'un simple claquement de doigts, convoqua plusieurs hommes. Puisque Big Wang disait être une âme en quête de vengeance, le moine déclara qu'il allait le guider vers la voie du nirvana. Ce moine qui se présentait comme le maître compatissant du temple Waguk était en réalité le chef d'une organisation d'assassins d'élite. Ce jour-là, il avait tué de ses propres mains Big Wang, le plus puissant des tueurs à gages, estimant qu'il n'avait plus aucune utilité. Cependant, Big Wang s'est réincarné dans le corps d'un policier défunt, Kim Gyong-so. Ressuscité, Kim Gyong-so était retourné confronter ce moine hypocrite, se présentant comme une âme vengeresse venue réclamer justice. Kim Gyong-so, sans perdre de temps, neutralisa l'un des hommes, s'emparant de son couteau, il abattit ensuite 4 autres assassins d'un coup rapide. Les survivants pétrifiés de peur étaient restés immobiles, incapables de riposter. Kim Gyong-so se moqua alors du moine, insinuant qu'il aurait désormais plus d'âmes à prendre en charge, et l'avertit de bien veiller sur elle, sous peine qu'elle revienne un jour comme lui, pour se venger. Le moine, conscient que ces hommes ne pouvaient rien contre Kim Gyong-so, leur ordonna de se retirer. Il supposa ensuite que Kim Gyong-so avait été envoyé par une autre entité et qu'il semblait possédé par un esprit maléfique. Il ajouta qu'il devrait se charger personnellement de l'exorcisme et demanda à voir son visage sous le masque. Kim Gyong-so, évasif, déclara qu'il préférait garder cela pour une prochaine fois. Il expliqua qu'il n'était venu que pour saluer le moine et qu'il finirait par découvrir son identité en temps voulu. Alors qu'il n'avait pas terminé de parler, le moine bondit soudainement pour arracher le masque. Une fumée accompagnée d'une explosion envahit alors la pièce, c'était une grenade lacrymogène. Lorsque la fumée se dissipa, Kim Gyong-so avait disparu. Le moine furieux, brisa le masque dans sa main et en regardant une carte posée dans un brûleur d'encens, se demanda s'il était réellement possible que des âmes vengeresses existent dans ce monde. Le lendemain, au bureau de la sécurité publique, Hong-jun affichait des traits marqués par la fatigue. Kim Gyong-so lui demanda pourquoi il avait si mauvaise mine. Hong-jun répondit que c'était à cause de lui, il avait dû gérer les blessures infligées aux membres du commissariat et lui avait même volé une grenade lacrymogène. Il ajouta qu'il avait dû s'épuiser à couvrir ses traces. Kim Gyong-so lui rétorqua qu'il n'avait qu'à capturer ce maudit moine plus tôt. Hong-jun répliqua qu'il fallait toujours des preuves pour agir, ce que Kim Gyong-so, habitué à tuer sans discernement, ne comprenait pas. Kim Gyong-so affirma qu'il ne tuait que ceux qui le méritaient, ajoutant que sans cela, Hong-jun serait déjà mort de ses mains. Hong-jun l'avait mis en garde, expliquant que personne n'avait le droit de prendre la vie d'autrui, même pour des raisons valables. Il souligna que tout individu devait être jugé par la loi et que même s'il fallait risquer de laisser 10 criminels s'échapper, il valait mieux cela que de condamner un innocent. Kim Gyong-so, lassé de ses sermons, demanda si chaque action devait réellement reposer sur des preuves et suggéra qu'il formerait lui-même une équipe pour mener ses enquêtes. Hong-jun le réprimanda, lui rappelant qu'il n'était qu'un simple agent et qu'il n'avait pas l'autorité nécessaire pour monter une équipe. Il précisa qu'au minimum, Kim Gyong-so devrait atteindre le grade de garde pour en avoir cette possibilité. Kim Gyong-so, intrigué par cette idée, décida de se concentrer sur une promotion. De retour au commissariat, il avait demandé à Joyce comment progresser rapidement dans les rangs. Joyce lui expliqua qu'il fallait d'abord cumuler plusieurs années d'expérience, puis passer un examen de promotion. Elle ajouta qu'il fallait au moins 10 ans pour passer d'agent à garde, même avec le soutien de Hong-jun, et que l'examen restait une étape incontournable. Joyce précisa qu'il existait une exception. L'arrestation d'un criminel majeur pouvait permettre une promotion immédiate. Cependant, avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase, Kim Gyong-so, qui se tenait devant elle, avait déjà disparu. En un clin d'œil, ce dernier s'est retrouvé dans la rue la plus animée de la nuit. Cet endroit, connu pour ses nombreuses transactions douteuses, était aussi le théâtre fréquent de rixes et de bagarres. Kim Gyong-so, vêtu de son uniforme de policier, détonnait au milieu de cette scène. Après une vie entière passée comme assassin, il n'avait jamais suivi d'éducation formelle. L'idée d'une promotion exceptionnelle grâce à l'arrestation de criminels lui semblait donc une opportunité idéale. Parmi la population, il savait que 3 personnes sur 10 avaient déjà commis des infractions, même si certaines étaient mineures. Malgré tout, le nombre de personnes ayant un passé criminel restait impressionnant, mais son objectif ne se limitait pas à ces délits mineurs, il cherchait des criminels responsables d'actes graves. Après avoir fait le tour du quartier, il avait repéré une cible qui, selon lui, pourrait accélérer sa promotion. L'acte en question relevait clairement d'un crime majeur. Dans un bar à proximité, la musique s'est soudain arrêtée. Un homme aux cheveux longs demanda pourquoi l'ambiance était retombée, insinuant que les clients avaient peut-être trop abusé la veille. Une femme du public répliqua qu'ouvrir une bouteille de champagne garantirait une bonne ambiance. L'homme, avec un sourire malicieux, répondit qu'il exaucerait leur souhait, demandant à toutes les femmes d'ouvrir grand la bouche.
Puis, sortant une plaquette d'une substance interdite, il s'adressa aux hommes, leur demandant s'ils souffraient de douleurs lombaires et leur proposant d'y remédier tous ensemble pour passer une nuit mémorable. C'est alors qu'une voix s'éleva pour interrompre la scène, qualifiant leurs agissements d'illégaux et suggérant qu'ils se préparaient plutôt à un séjour en prison. Dès que l'homme aux cheveux longs comprit que la substance était désignée comme interdite, son expression changea. Furieux d'avoir été démasqué, il demanda à l'intrus qui il était. Kim Gyong-so retira sa veste pour révéler son uniforme et le défia de deviner. Réalisant qu'il avait affaire à un policier, l'homme tenta de s'enfuir par la porte arrière, mais celle-ci était verrouillée, et ses complices avaient déjà été neutralisés par Kim Gyong-so. Coincés, le groupe ont rapidement remarqué que Kim Gyong-so était seul. Ils lui demandèrent s'il agissait seul et en riant, déclarèrent qu'il ne repartirait pas vivant. L'un des hommes a alors sorti une plaquette rouge de sa veste et l'a collée sur son cou. En un instant, son corps sembla se transformer, et il poussa un cri furieux, imité par un autre complice. Kim Gyong-so se précipita et frappa l'un des hommes au visage, le faisant tomber. Ce dernier, bien qu'ayant crié trop tôt, s'est retrouvé à hurler de douleur en se tenant le nez. Kim Gyong-so répliqua simplement que c'était ainsi que l'on devait crier, seulement quand on avait vraiment mal. Ce qui suivit était une scène brutale. L'homme aux cheveux longs terrifié, s'est effondré au sol et supplia Kim Gyong-so de l'épargner, lui promettant qu'il lui donnerait tout ce qu'il voulait. Mais Kim Gyong-so lui répondit qu'il ne cherchait qu'une promotion rapide. Le lendemain, les médias rapportèrent l'arrestation d'un gang criminel, et Kim Gyong-so obtint une promotion au rang de capitaine. Cependant, Hong-joon lui reprocha d'avoir utilisé des méthodes peu conventionnelles, les qualifiant d'inhumaines. Kim Gyong-so, en guise de réponse, sortit un objet soigneusement emballé dans des feuilles, expliquant qu'il s'agissait d'une preuve trouvée dans la cachette du gang. Choqué, Hong-joon lui reprocha d'avoir retiré des preuves sans autorisation. Kim Gyong-so, dépliant les feuilles, lui demanda si cela ne lui rappelait rien. Ce qu'il montrait était connu sous le nom de Feng Gang, une substance interdite surnommée le phénix d'automne. Pendant ce temps, un homme portant un masque étrange tenait une plaquette rouge, tandis que deux des hommes qui avaient utilisé la substance étaient à genoux, implorant sa pitié. Kim Gyong-so avait découvert que l'équipe criminelle qu'il avait démantelée faisait partie de sa juridiction. Pendant ce temps, leur chef furieux de cet échec, décida de punir un associé. Après qu'une troisième plaquette rouge ait été appliquée sur le corps d'un homme, celui-ci explosa sur place. La femme présente devant lui n'était autre que leur maître, surnommé Phénix de Novembre, également connu sous le nom de Décembre, l'une des assassins de son organisation accro aux drogues. Kim Gyong-so avait appris que son frère aîné avait quitté ce monde et que d'enfant, un autre membre important, avait aussi été sévèrement réprimandé par Phénix. Cette dernière, prudente pour éviter d'être à son tour punie par leur supérieur, décida de se charger personnellement de Kim Gyong-so. Devenir policier après avoir été assassin avait facilité la montée en grade de Kim Gyong-so. Il avait démantelé seul une base criminelle appartenant à ses anciens collègues tueurs, ce qui lui avait permis d'être promu directement au rang de capitaine. Cette réussite avait provoqué la colère de Phénix de Novembre, le chef du gang. Craignant d'être réprimandé par leur supérieur, Phénix avait pris la décision de confronter Kim Gyong-so personnellement. Après la promotion de Kim Gyong-so, 3 de ses anciens collègues étaient venus lui demander de les inclure dans ses prochaines missions pour qu'ils puissent eux aussi obtenir une promotion exceptionnelle. Cependant, Kim Gyong-so leur répondit qu'il n'avait besoin de personne, car il pouvait se débrouiller seul. Joyce tenta d'éveiller sa compassion, lui rappelant les moments où il l'avait soutenu par le passé, y compris lorsqu'ils avaient été punis ensemble. Un autre ajouta qu'ils étaient ses collègues et qu'ils devaient s'entraider, mais cette remarque réveilla de mauvais souvenirs chez Kim Gyong-so. Il se souvenait de l'époque où il avait été désigné comme premier assassin par leur supérieur, ce qui avait suscité la jalousie des autres tueurs. Il lui avait reproché de trier ses cibles entre bonnes et mauvaises personnes, et Phénix avait particulièrement exprimé son ressentiment, disant qu'il était injuste qu'il soit favorisé. Ses souvenirs ravivèrent sa colère. Il rétorqua qu'il n'avait qu'à obtenir une promotion avant de revenir lui parler, insinuant qu'il n'était rien pour lui. Joyce, furieuse, avait voulu le défier en duel, mais leur dispute a été interrompue par le commissaire. Ce dernier reprocha aux 3 collègues de traîner et de ne rien faire, tout en excluant Kim Gyong-so de ses critiques, le qualifiant de chanceux. Il s'est ensuite approché de Kim Gyong-so pour le féliciter sans vergogne, ajoutant que grâce à ses exploits, même lui pourrait bientôt être promu. Pendant ce temps, les 2 anciens supérieurs de Kim Gyong-so qui avaient été hospitalisés après avoir été battus par lui, étaient sortis de l'hôpital. En apprenant que Kim Gyong-so avait non seulement des appuis dans l'administration mais aussi obtenu une promotion spéciale, ils se sont promis de le faire tomber de son piédestal. Alors qu'ils discutaient de leur plan, une voix sensuelle retentit derrière eux. Une femme leur demanda poliment son chemin, se penchant intentionnellement pour attirer leur attention. Les 2 capitaines, visiblement troublés, lui demandèrent où elle souhaitait aller. Par coïncidence, elle voulait se rendre au commissariat où il travaillait. Elle leur demanda ensuite s'ils connaissaient Kim Gyong-so, affirmant qu'il avait pris un objet qui lui appartenait et que sa situation deviendrait critique si elle ne le récupérait pas.
Les deux hommes, un instant soupçonneux qu'elle soit la petite amie de Kim Gyong-so, avaient envisagé de refuser, mais elle leur offrit des friandises en signe de gratitude, ce qui les aida convaincus. Peu de temps après, une intruse apparut au commissariat. Les deux capitaines qui avaient mangé les friandises étaient inconscients au sol. La femme pointa alors Kim Gyong-so du doigt et cria avec excitation qu'elle l'avait enfin trouvé, l'appelant affectueusement « frère policier ». Elle déclara qu'elle venait récupérer une feuille de phénix qu'il avait prise, expliquant que cette feuille contenait une fleur de phénix bleue extrêmement précieuse. Joyce, sur le point de consulter la liste des objets perdus, avait été interrompue par la femme qui lui indiqua que cela n'était pas nécessaire. Elle précisa que l'objet en question se trouvait entre les mains du grand frère policier, attirant les regards confus de tous vers Kim Gyong-so. Kim Gyong-so a alors secrètement maudit, se disant que cette femme n'avait décidément pas changé de caractère. Il envisagea de contacter l'inspecteur en chef Hong Jun pour obtenir du renfort, mais il découvrit que des interférences électromagnétiques empêchaient toute communication et que les caméras de surveillance ne cessaient de grésiller. Kim Gyong-so savait que le comportement imprévisible de cette femme remontait à un événement de son enfance. À l'époque, Maître Bouddha avait rassemblé de nombreux enfants pour que Big Wang les examine et détermine s'ils étaient prometteurs. Parmi eux se trouvait Phénix de Novembre. Maître Bouddha lui avait demandé si ces enfants étaient utiles, et Big Wang avait répondu que leur potentiel était limité. Maître Bouddha, en claquant des doigts, avait alors ordonné que tous deviennent des Bouddhas. Cette issue avait horrifié Big Wang qui avait rapidement ajouté que, s'ils étaient entraînés, ces enfants pourraient leur être d'une grande aide à l'avenir. Mais Maître Bouddha, d'un ton glacial, lui avait rétorqué qu'il avait appris depuis longtemps que la compassion n'était rien d'autre qu'un fardeau. Tous les enfants avaient alors été forcés de boire un poison mortel. Phénix, désespérée de survivre, avait juré qu'elle ferait tout pour prouver son utilité à Maître Bouddha. Ce dernier moqueur lui avait répondu que si elle souhaitait vraiment servir, elle pourrait le faire plus rapidement après avoir passé par la réincarnation. Malgré ses luttes, elle n'avait pas échappé à son sort et avait été contrainte de boire le poison. Cependant, contre toute attente, elle avait survécu. Cela lui avait permis de conserver sa vie, mais au prix d'un enfer quotidien. Maître Bouddha l'avait soumise à des doses massives de médicaments pour développer une résistance à leurs effets. En grandissant, elle avait été surnommée Phénix de Novembre et était devenue totalement dévouée à Maître Bouddha, son objectif ultime étant de se rendre utile. Désormais, elle était une toxicomane incurable, sombrant dans la folie. Voyant que Kim Gyong-so restait silencieux, Phénix commença à perdre le contrôle. Kim Gyong-so réfléchissait à une solution pour la neutraliser, conscient qu'il ne pouvait pas agir directement à cause des nombreuses personnes présentes. Il élabora alors un stratagème, prétendant que l'objet recherché était chez lui, espérant ainsi l'éloigner pour avoir une opportunité de la vaincre. Mais Phénix déjoua immédiatement son mensonge, lui demandant ironiquement comment il pouvait penser qu'elle croirait qu'un objet interdit se trouvait chez lui. Elle sortit ensuite une plaquette rouge de son sac et la jeta sur Kim Gyong-so, qui esquiva. 3 de ses collègues se trouvant derrière lui, avaient été touchés. Leur visage avait rapidement gonflé avant qu'ils ne s'effondrent, inconscients. Pendant ce temps, les autres personnes présentes avaient été neutralisées par 2 individus portant des masques de coque et administrant des substances. Phénix menaça alors Kim Gyong-so, lui disant que s'il remettait l'objet interdit, elle épargnerait leur vie. Mais au moment où elle finissait de parler, Kim Gyong-so saisit soudainement l'occasion pour l'attaquer. Bien que Phénix ait esquivé, son vêtement avait été déchiré, révélant l'appareil responsable des interférences électromagnétiques. Kim Gyong-so l'a rapidement détruit, permettant à nouveau la communication. Il contacta immédiatement Hong Jun pour demander des renforts. Phénix, agacé, s'exclama en se plaignant de l'attitude de Kim Gyong-so, qui avait déchiré ses vêtements devant tout le monde. Kim Gyong-so, brandissant une matraque et arborant un sourire malicieux, répliqua qu'elle comprendrait mieux après quelques coups supplémentaires. Phénix, déjà psychologiquement instable, se montra encore plus excité par cette situation, tandis que Kim Gyong-so se préparait à mettre fin à ses agissements. Cette femme rétorqua que le comportement de Kim Gyong-so était bien trop grossier, affirmant qu'il avait déchiré ses vêtements et menacé de frapper une femme, insinuant qu'il avait peut-être des penchants douteux. Kim Gyong-so, sans un mot, lui asséna un coup de matraque. Bien que Phénix ait esquivé en se penchant, il enchaîna avec un autre coup dirigé vers son visage, qui la força à reculer. Une douleur fulgurante se manifesta sur son front, là où le coup l'avait atteinte, et son visage se déforma immédiatement par la colère. Kim Gyong-so remarqua qu'elle n'avait pas changé, déclarant qu'elle était toujours aussi laide lorsqu'elle était en colère. Phénix lécha le sang sur sa main et supposa qu'il n'était pas un policier ordinaire, mais probablement issu des forces spéciales. Elle sortit ensuite une plaquette rouge en annonçant qu'elle se fichait de son passé, car il allait de toute façon mourir bientôt. Grâce à l'effet de la plaquette, sa force et sa vitesse avaient doublé, mais malgré cet avantage, dès qu'elle se précipita sur Kim Gyong-so, elle fut solidement frappée à nouveau. Kim Gyong-so, moqueur, lui demanda si elle pensait qu'une seule plaquette suffirait à l'affronter et qu'au vu de son obstination, elle aurait dû en utiliser au moins 10. Phénix, bien qu'humiliée, n'a pas osé riposter à la rafale de coups. Soudain, elle cria, lui reprochant d'oser traiter une femme ainsi.
Kim Gyong-so lui répondit qu'elle n'avait pas changé depuis, se contentant toujours de s'appuyer sur des drogues plutôt que de développer sa force physique. Phoenix perplexe, demanda qui il était pour prétendre la connaître. Kim Gyong-so s'est soudain accroupi et lui frappa violemment la jambe, la projetant au sol. Il l'immobilisa et déclara qu'elle comprendrait mieux qui il était après avoir reçu quelques coups supplémentaires. Il ajouta que bien que son esprit ait été ravagé par les drogues, elle le reconnaîtrait sans doute à l'instant de sa mort. Phoenix, malgré ses efforts pour se libérer, ne put pas éviter la pression de Kim Gyong-so. Cependant, un événement inattendu s'est produit. Sous l'impact, la matraque s'est rétractée. Phoenix saisit l'occasion pour le repousser. Kim Gyong-so jura en se plaignant de la qualité médiocre de l'équipement fourni aux policiers, se demandant comment il était censé continuer ainsi. Phoenix, reprenant ses esprits, lança une nouvelle attaque. Kim Gyong-so tenta de parer avec ses bras, mais une douleur engourdissante parcourut ses mains. Il remarqua que le type de plaquette sur le front de Phoenix avait changé, passant à un modèle qu'il n'avait jamais vu auparavant. Ses propres mains avaient commencé à enfler avec des veines saillantes, simplement en entrant en contact avec son adversaire. Heureusement, l'état de Phoenix se dégradait également. Elle s'exclama confuse, qu'il lui rappelait quelqu'un de mort depuis longtemps. À ce moment-là, Kun-kun signala que les renforts policiers arrivaient et qu'ils devaient partir rapidement. Kim Gyong-so lui fit signe de partir, déclarant qu'il se reverrait car la police seule ne pourrait pas arrêter quelqu'un comme Phoenix. Il ajouta que quiconque tenterait de l'approcher risquerait de mourir sur le champ. Phoenix, déconcerté par le mystère entourant ce policier, n'avait eu d'autre choix que de battre en retraite, tremblant de peur. Elle remarqua des traces qui lui rappelaient le frère Big Wang sur cet homme. Après l'arrivée de Hong-jun, ce dernier demanda à Kim Gyong-so pourquoi il n'avait pas réussi à l'arrêter. En guise de réponse, Kim Gyong-so lui jeta sa matraque en colère, affirmant que ce matériel de mauvaise qualité était la raison de son échec. Il ajouta que ses bras étaient désormais inutilisables et que la situation dépassait tout ce qu'il aurait pu prévoir. L'attitude de Phoenix, qui s'était enfui par peur, avait dépassé les attentes de Kim Gyong-so. Il semblait que le simple contact avec ses vêtements suffisait à propager un virus. On ignorait s'il s'agissait d'un effet secondaire renforcé d'un médicament précédent ou d'une nouvelle substance, mais Phoenix était désormais une arme ambulante. Kim Gyong-so, qui pensait au départ pouvoir la neutraliser facilement, avait vite compris que la tâche serait plus ardue. Plus tard, Kim Gyong-so demanda à Hong-jun un service particulier, insistant pour qu'on lui prête un équipement coûteux, affirmant que le matériel le plus cher serait probablement le plus efficace. Ce soir-là, Kim Gyong-so rentra chez lui, ignorant que deux hommes de main de Phoenix, les Kun-kun, avaient déjà tendu une embuscade. Une explosion retentit, remplissant la pièce d'un gaz hallucinogène conçu pour provoquer de fortes illusions. Phoenix ordonna même d'augmenter la dose, espérant que cela suffirait à tuer sa cible. Cependant, Kim Gyong-so avait anticipé cette attaque. Grâce à l'équipement emprunté à Hong-jun, il était parfaitement protégé. Il devina également que Phoenix, terrifié, n'oserait pas se montrer en personne et enverrait ses subordonnés à sa place. Les deux Kun-kun, paralysés par la peur en découvrant l'équipement de Kim Gyong-so, restèrent immobiles. L'un d'eux essaya de se rassurer à voix haute, mais Kim Gyong-so prit rapidement l'initiative, neutralisant les deux assaillants en un instant. Les Kun-kun n'avaient eu aucune chance face à l'efficacité redoutable de Kim Gyong-so. Ce dernier nota satisfait que l'équipement emprunté était vraiment de qualité. Lorsqu'il arriva sur les lieux, Hong-jun a été choqué par l'état des agresseurs et demanda si Kim Gyong-so était certain qu'ils étaient encore en vie, même si les munitions utilisées n'étaient que des balles en caoutchouc. Kim Gyong-so expliqua qu'il fallait retirer les capsules dissimulées sous leur langue, qui leur permettaient de se suicider en cas de capture. À ce moment-là, Hong-jun commença à croire que Kim Gyong-so était réellement celui qu'il prétendait être. Cependant, il restait perplexe et lui demanda pourquoi, s'il était vraiment Kim Gyong-so, il n'avait pas encore éliminé Maître Bouddha. Kim Gyong-so lui rappela que dans leur position de policier, ils avaient besoin de preuves solides avant d'agir. Il expliqua que ce moine était considéré à l'échelle nationale comme la réincarnation d'un Bouddha vivant. Si on le tuait sans preuve, il serait vénéré comme un martyr, ce qui compliquerait encore davantage la situation. Kim Gyong-so ajouta que l'organisation du moine était bien plus complexe que ce que Hong-jun pouvait imaginer. Kim Gyong-so cependant, répondit qu'il se moquait des autres organisations, son seul objectif étant de ruiner la réputation du moine et de l'empêcher de nuire à d'autres vies comme il avait ruiné la sienne. Hong-jun, touché par ces propos, tendit la main à Kim Gyong-so et proposa de l'aider à capturer le moine. Cette déclaration surprit Kim Gyong-so, qui rétorqua que leur relation n'était pas celle qu'il imaginait, c'était lui qui aidait Hong-jun à rester en vie. Il conclut en disant que s'il souhaitait survivre, il devait simplement exécuter correctement les tâches qui lui étaient assignées. Pour finir, Kim Gyong-so précisa que ce n'était pas qu'il ne voulait pas éliminer le moine, mais qu'il n'était tout simplement pas prêt à le faire pour le moment. Pendant ce temps, Phoenix, pris de panique, suppliait désespérément qu'on lui accorde une chance. Lorsqu'il avait appris que Phoenix avait perdu les substances interdites et s'était introduit dans un commissariat sans autorisation, Maître Bouddha avait été furieux. Il lui demanda si elle avait trop abusé de ses propres médicaments au point d'en perdre la raison et l'interrogea sur qui lui avait donné le courage de commettre un tel acte.
Il lui ordonna d'accepter sa punition sans protester. Phoenix, tel un chien apeuré, rampa de toutes ses forces pour s'éloigner. Quelqu'un à côté s'est alors moqué d'elle, soulignant que ses pleurs étaient misérables et qu'elle n'était qu'une trafiquante de drogue pitoyable. En voyant cela, Phoenix avait voulu demander au frère Lespedeza pourquoi il se trouvait ici, mais avant qu'elle ne puisse parler, une autre personne apparut. Elle comprit que c'était Maître Bouddha qui avait convoqué tout le monde, y compris Sakura, et s'exclama abasourdi à son arrivée. Maître Bouddha annonça que puisque tout le monde était désormais réuni, il était temps d'organiser une cérémonie pour se débarrasser de Phoenix une fois pour toutes. Il expliqua que compte tenu de sa perte des substances interdites et de ses actions imprudentes, il avait décidé de la guider personnellement vers l'illumination et de l'aider à atteindre le nirvana. Terrifié, Phoenix implora sa clémence, promettant qu'elle retrouverait les substances perdues. Cependant, Maître Bouddha lui répondit qu'il avait déjà envoyé des hommes récupérer ce qui manquait. Ensuite, il demanda l'avis de l'Assemblée sur la manière de traiter Phoenix. Les frères Lespedeza proposèrent de la tuer, affirmant que quelqu'un qui cherchait à devenir puissant grâce à des drogues n'était qu'une honteuse opportuniste. Sakura exprima également son accord, ajoutant qu'elle ressentait une certaine pitié pour Phoenix, mais que le monde des experts était impitoyable. Suivant la majorité, Maître Bouddha déclara qu'il procéderait à son exécution. Phoenix comprit alors que sa mort était inévitable et que la convocation de tous ses alliés ne faisait que confirmer cette intention. Sakura remit ensuite l'arme favorite de Maître Bouddha. Ce dernier, en appuyant sur la gâchette, récita « Namo Amitabha ». Dans un ultime effort pour sauver sa vie, Phoenix révéla qu'elle avait mis au point un nouveau médicament, 5 fois plus puissant que les substances interdites existantes et quasiment indétectables lors des contrôles de sécurité. Ces mots ralentirent Maître Bouddha, qui baissa son arme pour l'interroger sur la quantité produite et les points de vente prévus. Phoenix répondit qu'elle disposait d'environ 10 kilos et qu'elle avait déjà établi des contacts dans plusieurs pays voisins. Elle demanda un délai de 6 mois pour prouver qu'elle pouvait être utile. Maître Bouddha, toujours irrité par ses précédentes erreurs, consentit néanmoins à lui accorder 3 mois pour prouver sa valeur. Ainsi, Phoenix sauva sa vie de justesse. Pendant ce temps, Hongjun avait remarqué que des substances interdites avaient mystérieusement disparu au sein de la police. Kim Gyeong-so cependant, n'y attachait pas d'importance, déclarant qu'il pourrait récupérer ces produits une fois qu'ils auraient capturé Phoenix et ses alliés. Il ajouta que Hongjun devait gérer les affaires internes de la police par lui-même. Kim Gyeong-so interrogea ensuite Hongjun sur le groupe spécial de l'unité Waguk, qu'il avait mentionné auparavant, et sur la raison pour laquelle il n'avait pas encore agi. Hongjun, visiblement embarrassé, avoua que tous les membres de cette unité avaient été tués. Cette révélation provoqua la colère de Kim Gyeong-so, qui dans un accès de rage, frappa du poing en reprochant à Hongjun de lui avoir menti. Face à l'agressivité de Kim Gyeong-so, Hongjun tenta de se défendre en proposant à Kim Gyeong-so de former lui-même une équipe, rappelant qu'il avait besoin d'un grade supérieur pour le faire. Il promit de soutenir cette initiative en tant que superviseur, affirmant qu'aucun opposant n'oserait s'y opposer. Cependant, Kim Gyeong-so rejeta immédiatement l'idée, affirmant qu'il avait l'habitude d'agir seul. Hongjun lui répondit que les forces de l'ordre fonctionnaient de manière organisée et que travailler en solitaire entraînerait de nombreuses contraintes. Hongjun donna un ordre en sa qualité de superviseur de la sécurité, exigeant que Kim Gyeong-so forme une équipe. Il expliqua que s'il devait organiser lui-même une équipe, cela attirerait trop d'attention et entraînerait des risques et des responsabilités supplémentaires. Cependant, Kim Gyeong-so refusa de suivre cet ordre et déclara que Hongjun devait le supplier en personne. Contraint de ravaler sa fierté, Hongjun le supplia de constituer une équipe. Finalement, Kim Gyeong-so annonça la formation de l'équipe à 3 de ses collègues. L'un d'eux, incrédule, demanda si un simple inspecteur principal pouvait former une équipe, soulignant à quel point Kim Gyeong-so devait avoir des relations haut placées. Lorsque Joyce demanda qui serait leur chef, Kim Gyeong-so répondit qu'il était évident que ce serait lui, car leur grade était inférieur au sien. Ces paroles émurent les 3 collègues au point de les faire pleurer, pensant que Kim Gyeong-so les considérait véritablement comme des amis et qu'il était touché par l'esprit de camaraderie. Cependant, Kim Gyeong-so coupa rapidement court à leurs illusions, en expliquant qu'ils n'étaient pas ses collègues, mais ses subordonnés. Il ajouta qu'il n'avait besoin que de personnes obéissantes et que désormais, ils étaient ses esclaves. Il précisa que s'il leur ordonnait de mourir, ils devraient immédiatement obéir, et que s'il leur permettait de vivre, ils devraient le faire docilement. Pour conclure, il demanda qu'ils l'appellent « maître » afin de montrer leur compréhension. Les 3 collègues abasourdis par cette demande, hésitèrent. Hongjun avait auparavant fourni à Kim Gyeong-so des informations détaillées sur chacun d'eux. Le premier, Wang Yijun, était un expert en boxe, Muay Thai et Taekwondo, mais il avait échoué 4 fois à des compétitions malgré sa force physique. Pensant que Kim Gyeong-so voulait qu'on l'appelle « Majesté » et non « Maître », il s'était attiré des regards désapprobateurs de ses collègues. Le deuxième, Lee Cheong-gun, était spécialisé en jiu-jitsu brésilien et en judo, mais sa timidité extrême l'avait conduit à éclater en sanglots lors d'un test d'évaluation. En entendant l'exigence de Kim Gyeong-so, il s'était mis à pleurer de nouveau.
La troisième, Joyce, n'avait aucune compétence en arts martiaux et avait terminé dernière lors des tests physiques, ce qui faisait d'elle la plus faible du groupe. Cependant, grâce à son intelligence exceptionnelle et sa capacité à interpréter les situations et flatter ses supérieurs, elle s'était classée première aux entretiens. Elle fut la première à appeler Kim Gyong-so « maître », sans hésitation.